Roger Carucci, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de la semaine qui a été dominée par, on peut le dire, par Emmanuel Macron avec ses 106 articles du projet de loi qu'il défend avec le soutien du Premier ministre et du chef de l'État. Ça devrait vous plaire, ce projet, puisqu'il déplaît beaucoup à la gauche de la gauche. Je ne sais pas si ça doit me plaire. C'est-à-dire, on est dans une séquence un peu étonnante qui a démarré d'ailleurs pendant l'été avec le discours de Manuel Valls devant le MEDEF. J'aime les entreprises, j'aime les entrepreneurs. On se disait, ça y est, on est parti pour une séquence libéralisation de l'économie. La nomination de Macron dans la foulée donnait le même sentiment. Et les premiers éléments de la loi Macron nous laissaient penser qu'on allait remettre en cause les seuils sociaux dans les entreprises, le travail du dimanche, un certain nombre d'éléments pour libéraliser. On constate que malheureusement, au fur et à mesure, ce texte devient peau de chagrin. Tout ce qui concernait les seuils sociaux à 20 ou à 5 ans dans les entreprises a disparu. Sur le travail du dimanche, on disait 12 dimanches. Et puis on voit qu'après négociation avec le Parti Socialiste, ce sera peut-être 7, ce sera peut-être 8, ce sera peut-être je ne sais pas quoi. Sur un certain nombre de mesures, elles disparaissent au fur et à mesure des textes. Les seules choses qui restent clairement, c'est si je puis dire, la déréglementation des professions, style notaire, etc. Je ne sais pas ce qui va réellement arriver. Ce texte va venir devant l'Assemblée puis devant le Sénat. Il va subir les députés frondeurs. J'ai un peu peur qu'à la fin de la fin, la montagne de la libéralisation accouche d'une souris de la réglementation. Les dimanches travaillés, justement, vous en parliez. Vous en pensez quoi, et vous personnellement? Alors, vous en verriez combien dans l'année? Écoutez, moi j'étais, puisque j'avais défendu un premier texte sur l'ouverture du travail du dimanche lorsque j'étais au gouvernement en 2009, fin 2008. Moi j'étais pour l'ouverture du dimanche, en tout cas large, pour ne pas dire tout le temps, dans l'ensemble des zones touristiques, et on était déjà à l'époque sur l'idée de 12 dimanches dans les autres secteurs. Bon. Aujourd'hui, on revient là-dessus, et je pense que si on arrivait à dire ouverture générale le dimanche dans les zones très touristiques, alors que nous sommes en concurrence avec Londres, avec un certain nombre de villes où tout est ouvert le dimanche. Les touristes japonais ou chinois, le week-end, ils se cassent à Londres. Parce qu'ils se disent... la raison. Ils se cassent à Londres parce qu'ils font le tour de l'Europe. Peut-être, mais ils dépensent beaucoup le dimanche à Londres, ils ne dépensent pas à Paris. Et c'est un peu embêtant quand on veut être la capitale touristique. Roger Carucci, c'est vrai que le débat coince sur le travail du dimanche, c'est incontestable, mais ça coinçait déjà, vous l'avez rappelé vous-même, au temps où la droite mais je suis d'accord. était au pouvoir. Les réticences, elles ne sont pas que de gauche. Vous avez des milieux religieux, vous avez des associations qui sont opposées au travail du dimanche en disant le dimanche, ça doit être réservé à la famille, à la pratique religieuse, etc. Mais c'est sur la base du volontariat. Je pense que si on dit sur la base du volontariat et avec évidemment des compensations financières, on peut plus largement ouvrir le dimanche. Sincèrement, hors zone touristique, si on passe de 5 à 12 dimanches dans l'année, ça me paraît raisonnable. Vous parliez tout à l'heure des professions réglementées, mais justement on a vu que les pharmaciens ne faisaient pas partie des dispositions de la loi Macron parce qu'ils ont peut-être crié plus fort que les autres. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut crier pour se faire entendre du gouvernement? Je crains qu'il faille crier très fort et avoir une influence électorale. Je pense que pour le moment, on verra bien d'ici la fin du texte, au gouvernement, on se dit les pharmaciens qui sont en contact régulier avec leurs clients, les clients de manière générale aiment bien les pharmaciens, les médecins, etc. Donc c'est une capacité d'influence lourde. En revanche, ils doivent se dire, les notaires, ça a moins d'influence sur le citoyen. Il ne va pas souvent chez le notaire, il n'a pas forcément le lien avec le notaire qu'il peut avoir avec son pharmacien, donc on peut taper. Alors les notaires ont manifesté, comme d'autres, les huissiers de justice, etc. Je trouve ça assez ridicule. Je veux dire, dans cette société qui ne marche pas, dans une économie qui ne marche pas, désigner des boucs émissaires pour dire on va déréglementer la profession des notaires. Il fallait bien les déréglementer aussi, vous êtes d'accord avec... Il fallait renégocier peut-être les barèmes, les taux et tout, mais déréglementer complètement en disant si on déréglemente, on vous redonne soi-disant du pouvoir d'achat. J'aimerais savoir combien de gens en France vont retrouver du pouvoir d'achat parce qu'on va déréglementer les notaires. C'est un peu des boucs émissaires d'une pratique gouvernementale qui n'arrive pas à assurer la relance.
Alors, Nicolas Sarkozy est donc président de l'UMP. Entre NKM, vice-présidente, et Wauquiez, secrétaire général, entre 10 ans, une tendance sociale libérale et une ligne Buisson, est-ce que le parti ne va pas faire le grand écart? Eh bien, même s'il doit faire le grand écart, qu'il le fasse. Moi, je vais vous dire, je trouve que la situation politique, économique, sociale, sociétale en France est catastrophique. Et que si on se contente tous de rester dans nos chapelles, dans nos convictions, dans nos coquilles, on va à l'explosion. Donc moi je préfère un parti de large rassemblement, quitte à ce qu'à l'intérieur il y ait naturellement des contradictions qu'il faudra gérer, quitte à ce qu'à l'intérieur il y ait des prises de parole totalement différentes qu'il faudra gérer, mais au moins que sur un certain nombre de sujets, on soit d'accord sur la remise en état de ce pays. Ce pays va à volo, le gouvernement socialiste ne tient plus rien, la société est en déroute, elle ne sait plus où elle est, elle dérive. Il faut qu'il y ait une alternative crédible. Alors si pour construire cette alternative, il faut rassembler des gens très différents, rassemblons. Quand Nicolas Sarkozy dit « je souhaite que l'UMP occupe la totalité de l'espace entre le Parti socialiste et le Front national », moi j'irai plus loin, je souhaite que l'UMP occupe la totalité du terrain entre un FN réduit et un PS réduit. C'est-à-dire qu'on peut prendre de tous les côtés pour créer une dynamique. Alors vous dites il faut gérer les contradictions intérieures, Oui. mais depuis que Nicolas Sarkozy a été élu président, on n'entend plus François Fillon ni Alain Juppé, ils sont passés où? Alors ça, je ne pense pas qu'ils faudra aient leur demander, disparu. vous allez me répondre. Non, Enfin, pas du c'est tout. quand même un petit peu Pas du étonnant. tout. François Fillon fait un tour de France et va à la rencontre et des acteurs économiques et des militants. Alain Juppé prend des positions, je le vois moi régulièrement sur les médias. Mais est-ce que ça veut dire que Sarkozy maintenant est vraiment le patron chez vous? Ah bah oui, boss is back. Oui, oui, ça, qui soit le patron de l'UMP est un patron incontesté, incontestable, naturellement. Ça ne veut pas dire que ça empêche qui que ce soit d'être candidat en 2016 à la primaire ouverte qui aura lieu. Mais c'est sûr que là, fin 2014 et en 2015, où il y a des batailles à la fois sur les départementales, sur les régionales, et puis de reconstitution d'un grand parti de droite, il faut un chef, et l'UMP s'en est choisi un, incontesté. Alors, il faut un chef et boss is back, comme vous dites. Mais enfin, je vous pose la question franchement, Roger Carucci. Beaucoup de gens se posent des questions sur le retour de Sarkozy. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il n'a pas changé? Et puis surtout, c'est une question, vous le savez, que les Français se posent. Qu'est-ce qui ferait qu'il va réaliser des choses qu'il n'a pas faites pendant les 5 ans de son mandat, maîtriser l'immigration, relancer l'emploi? Tout ça sont des choses qu'il n'a pas faites. Alors, il y a plein de sujets sur lesquels on peut se poser des questions. Et moi, j'en parle, et j'en ai parlé souvent avec lui entre 2012 et 2014. Si on n'a pas fait à l'extérieur, parce que ça n'était pas forcément politiquement une bonne idée, un état des lieux, un inventaire, comme on nous disait à l'époque, lui, il l'a fait dans sa tête. Lui, il l'a fait dans sa tête. Et il sait bien ce qu'il aurait fallu faire peut-être plus avant, ce qu'on aurait dû éviter peut-être de faire. Lui, quand on en parle en privé, il se rend bien compte de certains éléments sur lesquels on ne pratiquera pas de la même manière. Et c'est comme toujours, la défaite apprend, la défaite forme. Oui, il n'a pas changé, mais il a appris. Mais changer, vous ne changez pas de caractère à 60 ans. Je veux dire, c'est pas de caractère qu'il faut qu'il change d'ailleurs. C'est sur un certain nombre de sujets, de positionnement pour aller plus loin. La situation de la société française étant beaucoup plus grave fin 2014 qu'elle ne l'était en 2010 ou 2012, naturellement, les mesures à prendre sur les 35 heures, sur la libéralisation du marché du travail, sur l'immigration, ce sont des mesures beaucoup plus fortes qu'il faudra prendre naturellement. Et il en est parfaitement conscient. Et c'est pour ça qu'on va préparer en 2015 un projet qui sera sur la base de propositions que l'on connaît déjà, mais un vrai projet. Et ensuite, chacun des candidats à la primaire ouverte défendra sa vision. Mais je pense que c'est nécessaire. Oui. Alors, vous dites qu'il a fait l'inventaire dans sa tête, Nicolas Sarkozy. Les Français vous croient ou vous croient pas. En tous les cas, ce qu'ils voient, eux, c'est que Nicolas Sarkozy vient de faire une conférence au Qatar. Est-ce que c'était le moment de faire cela? Ou est-ce que c'est bien pour un président d'un grand parti en France d'aller faire une conférence, qui plus est, au Qatar, qui n'a quand même pas une très très bonne réputation? Oui.
Moi, je crois que là-dessus, sincèrement, c'est un faux problème. Pardon, hein, c'est un faux problème. Que Nicolas Sarkozy soit demandé par des organes publics ou privés d'ailleurs pour faire des conférences, moi ça ne me choque pas, personne n'a rien dit, ou personne ne dit rien quand Clinton fait des conférences, quand d'autres en ont fait parmi les grands leaders reconnus dans le monde. Bon. Naturellement, moi je pense que ça ne pose pas de sujet jusqu'au moment où probablement on rentrera dans la campagne réelle présidentielle, et là, bien entendu, il faudra probablement se recentrer sur l'activité nationale. Mais qui, aux États-Unis, critique Clinton quand il va en Arabie Saoudite? Mais Clinton, il ne veut pas redevenir président des États-Unis. Ça fait une petite différence de taille quand même. Ça fait une petite différence. C'est pour ça que je vous dis, une fois, à mon avis, la primaire ouverte faite, je pense qu'il faudra effectivement se recentrer. Et d'ici la primaire, il va en faire d'autres, des conférences? Ah, ça, je n'en sais rien. Je ne connais pas son programme. Lui a dit qu'il ne voyait pas de sujet à en faire dans l'immédiat. Voilà. Moi, franchement, ça ne me pose pas de sujet particulier. Alors après les députés de l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat d'avoir voté jeudi dernier la reconnaissance de la Palestine, voté par 153 voix contre 146. C'était ric-rac et c'était comme à l'Assemblée nationale, droite contre gauche. Vous avez voté contre vous-même cette résolution. Il y a eu quand même quelques sénateurs, notamment UMP, qui sont passés de l'autre côté. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez de l'autre côté. Au Sénat, du côté de la résolution. Oui, il n'y en a eu que 3-4 qui, à l'UMP, au Sénat, ont voté la résolution sur 143 sénateurs. Je regrette que pratiquement 85% du groupe UMP au Sénat a voté contre, 3-4 ont voté pour et une quinzaine se sont abstenus. On avait fait, il faut le dire, au groupe UMP un vrai travail là-dessus. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy était venu devant le groupe UMP. Je l'avais interrogé là-dessus, justement pour qu'il confirme son opposition à cette résolution. Je pense que ça a emporté l'adhésion d'un certain nombre de sénateurs. Si l'UDI... Pas de tous, manifestement. Pas de tous. Bon, c'est vrai que si ces 10-15% qui n'ont pas voté contre avaient voté, la résolution ne passait pas. Bon, mais... on sait bien que même à l'UMP, il y a un débat, non pas sur la sécurité d'Israël, non pas sur un certain nombre de sujets, mais faut-il ou non reconnaître un État palestinien? Moi, je suis intervenu au nom du groupe UMP pour m'opposer à cette résolution, en disant à la fois que sur la situation sur place, parce que quand vous dites, nous demandons au gouvernement français de reconnaître l'État de Palestine, bon, après tout, mais quel gouvernement palestinien? Parce qu'un État, c'est un gouvernement d'abord. Est-ce que c'est le gouvernement qui ne contrôle pas Gaza? Est-ce que c'est le gouvernement du Fatah qui supprime toutes les manifestations officielles du Fatah à Gaza parce que le Hamas fait exploser les sièges du Fatah? Est-ce que c'est un gouvernement qui inclut le Hamas terroriste et reconnu comme organisation terroriste par l'Europe? Et puis, est-ce que c'est le moment en France, avec tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, avec cette inquiétude de la communauté juive française, est-ce que c'était le moment de faire ce signal supplémentaire? Mon avis était que non. Voilà. Alors, au groupe UMP, j'ai eu un peu d'influence là-dessus. J'en ai eu un petit peu, pas assez, sur la gauche, mais bon, voilà. Mais vous en avez eu sur la gauche, vous dites? Oui, parce que, allez, je ne vais pas vous dire qui, mais un ou deux sénateurs de gauche m'ont fait passer pendant le débat des papiers pour dire c'est OK, je bascule dans l'abstention. Voilà, donc voilà. Mais pas assez. Il aurait fallu plus de temps, il aurait fallu dire plus de choses. Et puis il faut que le Parlement français comprenne qu'il a une responsabilité qui n'a rien d'international. Ça, c'est à l'exécutif de le faire, mais que les parlementaires français ont une responsabilité éminente sur l'unité de la nation française. Alors, il y a encore eu une agression antisémite à Créteil il y a quelques jours. Est-ce que le gouvernement en fait assez contre l'antisémitisme? Sur les principes et sur les prises de position, je l'ai dit d'ailleurs et à Manuel Valls et à Bernard Cazeneuve, je trouve que le gouvernement a des positions de principe tout à fait dignes et tout à fait claires. En revanche, je l'ai redit à Bernard Cazeneuve, maintenant, il faut sortir des principes. Il faut passer aux actions. Y a-t-il suffisamment de forces de sécurité dans ce pays? Non. Est-ce que la justice a forcément tous les moyens législatifs
pour combattre des agressions, les actes de délinquance, etc. À mon sens, non. Ou plus exactement, nous avons beaucoup voté de textes dans le passé ou encore récemment sur la justice, sur la sécurité, et il y a toujours des failles. Et j'ai demandé clairement à Bernard Cazeneuve de faire un peu le lissage des failles par rapport aux agressions racistes, de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute pour les juges et qu'ils puissent appliquer une législation ferme. Je veux dire, il faut évidemment, quand on arrête par exemple les agresseurs de Créteil, les 3, moi j'attends de savoir ce que seront les peines. On verra bien ce que la justice fera. Mais il faut qu'il y ait forcément, dans cette période de grande inquiétude, de doute, d'insécurité généralisée, il faut que les paroles de principe extrêmement claires du gouvernement se traduisent dans les faits. Oui à des mesures de sécurité, oui à ce qui, s'il le faut, à ce qu'on nous fasse voter un texte législatif comblant les failles en la matière pour que les juges n'aient pas à hésiter, que la fermeté soit à l'ordre du jour pour tous. Et les failles pour la sécurité, c'est-à-dire que vous voudriez également plus de policiers peut-être devant les synagogues? Moi, je suis pas... Enfin, s'il faut en mettre devant les synagogues, mettons-en. Moi, je suis pour une police républicaine partout. Voilà. Je trouve que c'est pas le sujet de dire est-ce qu'il faut plus de protection des synagogues, plus de protection des centres communautaires. Bien sûr qu'il en faut dans les périodes dures comme aujourd'hui ou d'agression comme aujourd'hui. Mais il y a un sentiment d'insécurité, d'instabilité dans toute la société française. Ce n'est pas seulement les Français de confession juive qui se sentent mal. C'est beaucoup de Français tout court qui sont dans des zones sensibles, comme on dit élégamment, qui se disent on n'est pas protégé, on n'est pas sécurisé. Eh bien, la police de la République, moi, j'aime la voir partout. Voilà. Et si on me dit que c'est un discours du Front National, parce que je dis que je veux voir plus de policiers, je dis à ceux qui attaquent sur ce plan, c'est ridicule. La police de la République, c'est le meilleur garant contre le fait que les gens ne se sentent pas abandonnés et ne se sentent pas livrés à eux-mêmes. Parce que c'est quand on est abandonné et livré à soi-même qu'on se retrouve aux extrêmes. Sur l'antisémitisme, il y a un débat ces jours-ci qui n'est pas que technique entre Dominique Régnier et Nona Meyer. Tous les deux sont d'accord sur l'augmentation des actes antisémites. Ils ne sont pas d'accord sur l'état de l'opinion. Est-ce que les préjugés antisémites sont en progression ou en recul? Dominique Régnier pense que oui, Nona Meyer pense que non. Quel est votre sentiment à vous? Le nombre d'actes antisémites a incontestablement en 2014 progressé, puisqu'on dit qu'il a augmenté pratiquement de 100% par rapport à 2013. Alors 100%, ça commence à se voir. Est-ce que pour autant, dans l'opinion publique, y a une évolution forte? Je n'y crois pas. Je pense que ce qui se passe malheureusement, c'est que dans la marge, dans la portion qui avait un antisémitisme un peu ou latent ou réel, même avant, le passage à l'acte devient plus régulier, plus fréquent. C'est en réalité le passage à l'acte qui devient plus fréquent. Ce n'est pas forcément une extension de l'antisémitisme, c'est que chez les antisémites, le passage à l'acte devient plus naturel qu'il ne l'était avant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a moins de crainte de la justice, on a moins peur du gendarme, on se laisse plus aller parce qu'on a l'impression d'une impunité relative. Et donc, c'est ça qu'il faut maîtriser. C'est pour ça que je dis qu'il faut que le ministère de l'Intérieur prenne des mesures fortes. Mais les Juifs, ça, finalement, qui est caractéristique à ce qui s'est passé à Créteil. Oui, oui. C'est on est entré chez des gens et puis on a commis un viol. Oui. Les Juifs aujourd'hui ont des raisons de s'inquiéter. Vous parliez tout à l'heure de sentiment d'insécurité généralisé en France, mais comme vous le dites vous-même, on a vu un doublement des actes antisémites depuis l'année dernière, c'est plus 91% selon les statistiques. On voit aussi que de plus en plus de Juifs veulent partir en Israël. On a les chiffres de la Sornout, de l'agence juive. Il y a vraiment ce sentiment, vous le sentez, ce sentiment d'insécurité chez les Juifs en particulier? Oui, parce que quand les agressions doublent, forcément, il y a un sentiment d'insécurité. Mais moi, je veux dire très tranquillement, très sereinement, les Français de confession juive sont chez eux en France. Voilà. Ils sont chez eux ici. Ils participent à la République. Ils sont citoyens français. Et il y a une responsabilité de l'État et de la République envers chacun. Tout le monde, tous les Français qui respectent les lois
ont le droit de pratiquer la religion qu'ils souhaitent sans se poser de problème et sans se sentir en insécurité. Et c'est pour ça que je dis et que j'ai dit à plusieurs reprises au Premier ministre comme au ministre de l'Intérieur, la responsabilité maintenant, c'est la vôtre, c'est celle de la République. Où est l'État? Où est l'État? Il y a une responsabilité éminente. Il faut arrêter. Moi, je suis contre l'idée de dire « Oh là là, il faudrait peut-être partir ». Ceux qui souhaitent partir pour des raisons volontaires, religieuses et tout, ça, je n'ai rien à dire, chacun vit sa vie. Mais si on part par crainte, par peur ou par sentiment que la République ne vous protège plus, c'est inacceptable. Voilà. Alors que la République fasse son job. Et si les gouvernants actuels ne sont pas capables de le faire, qu'ils laissent la place. C'est dit. Alors, on a vu Marine Le Pen, la présidente du Front National, qui a commencé par justifier la torture, c'était avant-hier à la radio, contre les terroristes présumés. Puis, elle s'est récusée. Est-ce qu'il faut prendre acte de ce recul? Bah oui. Oui, le débat, oh là là, est-ce qu'on va pouvoir lui mettre sur la tête? Ça vous avait choqué, vous, ce qu'elle avait dit au départ? La manière de le dire était assez stupéfiante, oui. Mais c'était dans un propos un peu intégré. Alors qu'ensuite, elle dise non, c'est pas compris, je voulais pas dire ça, etc. Sincèrement, c'est arrivé à d'autres et on n'en a pas fait. J'ai suffisamment de différence avec Marine Le Pen pour ne pas chercher à dire que quand elle se récuse, elle fait semblant de se récuser, mais qu'en réalité, parce que si on le faisait pour tous les politiques, il y aurait du monde au balcon. Hein. Alors, une avant-dernière question, c'est sur les investitures. On l'a dit tout à l'heure, M. Carucci, vous êtes vice-président de la commission des investitures de l'UMP. Et c'est Christian Estrosi qui en est le président. Oui. Alors, Nicolas Sarkozy avait dit il y a quelque temps que ce seraient les militants eux-mêmes qui choisiraient ceux qui les représenteraient. Il avait une phrase, il n'y a pas de raison que ce soit un petit comité de notables à Paris qui décide pour eux. Alors, finalement, qui c'est qui va décider, eux ou vous? Est-ce que j'ai une tête de notable à Paris? Bon, mais je vous remercie, mais bon. Non, mais je pense que c'est comme tout. Il faut une commission nationale d'investiture parce que sur des élections nationales, c'est compliqué de dire qu'il n'y a pas un équilibre, il y a des négociations avec l'UDI, il y a des discussions. Il faut donc de toute façon un organe d'harmonisation électorale. Alors ensuite, par exemple pour les élections départementales qui viennent en mars, ce n'est pas la Commission nationale d'investiture qui est compétente, les départements, moi dans le mien, dans les Hauts-de-Seine, c'est le comité départemental des Hauts-de-Seine, les militants qui vont désigner leurs candidats. Comment faudra-t-il faire sur les régionales? Comment on fait pour les européennes législatives? Moi, je considère que pour le moment, il faut une Commission nationale d'investiture qui fasse un peu le travail global. Ça n'empêche pas, ici ou là, s'il y a un doute, de donner la parole aux militants, de faire une primaire et de faire voter. Donnons plus la parole aux militants, donnons plus la parole aux adhérents, conservons une commission nationale d'investiture comme outil un peu d'harmonisation de l'ensemble des investitures. François Hollande c'est la dernière question, doit faire un discours demain sur l'immigration à l'occasion de l'inauguration du musée de la Porte Dorée à Paris. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours? Si j'étais désagréable ou insolent, je dirais rien. Et vous ne l'êtes pas. Mais je ne le suis pas, alors je vais faire poli. Moi, j'attendais beaucoup, pour être très franc, puisqu'on attend depuis maintenant 1 an et demi, 2 textes de loi qui avaient été préparés par Manuel Valls, un sur l'immigration, un sur le droit d'asile. Je suis extrêmement déçu, je le dis franchement, de l'évolution de ces 2 textes depuis 1 an, parce que, en fait, il n'y a pas de choix. On n'a pas fait de véritables progrès dans la politique migratoire ou dans la réduction du droit d'asile. Et je pense qu'à ne pas faire les choix nécessaires, est-ce que nous adoptons une politique de quotas? Est-ce que nous sortons, par exemple, des pays de provenance de l'asile, un certain nombre de pays qui n'ont pas de raison d'y être encore, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que nous avons 70 000 demandeurs d'asile en France chaque année. Sur les 70 000, la justice, l'OFPRA, les cours d'appel, donnent à peu près 12 à 13 000. Accorde 12 à 13 000 statuts de réfugiés. Ça veut dire que tous les ans, nous fabriquons au moins 40 000 sans-papiers en France. Donc, à un moment, il faut des mesures. Et pour le moment, le gouvernement ne tranche pas, ne choisit pas. Et je dois dire que la relance en parallèle du débat sur le droit de vote des étrangers, ça devient n'importe quoi. Là aussi, c'est de l'insécurité pour les gens.
La citoyenneté, c'est bien. C'est un progrès. Pour des gens qui ne sont pas aujourd'hui français et qui vont être naturalisés parce qu'ils font un parcours d'intégration en France, c'est un plus, la citoyenneté. Et il faut que le citoyen français ait davantage de privilèges électoraux, de citoyenneté civique par rapport aux non-citoyens. Parce que sinon, alors plus rien n'est dans rien et la citoyenneté française n'a pas de sens. Et là, vous créez le trouble. Roger Carucci, sénateur des Hauts-de-Seine, vice-président de la commission des investitures à l'UMP. Merci d'avoir été l'invité du Grand Entretien.